Dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, une émission est spectaculaire et alors ce soir préparez-vous, ça va être un vrai spectacle, deux mondes qui ne se parlent jamais, voilà, deux mondes qu'on fait se rencontrer grâce à Sud Radio, voilà, on aime casser les codes, on aime essayer de rattacher un petit peu les jeunes à la politique, les gens qui comprennent plus rien à la politique, on a un peu ras-le-bol parce que c'est un peu barbant, ils en ont un petit peu marre, voilà, des discours politiques, ils n'arrivent pas à accrocher, ils n'ont pas les mêmes codes, alors on s'est dit, finalement, pourquoi pas réunir les influenceurs et les politiques, les influenceurs qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on peut les aimer, on peut les détester, mais on peut pas leur enlever ce talent que
j'ai pas le time. Donne-moi ton numéro. Moi, je vise le sky, je mets le fuego, je dépense mon dinero. J'arrive Ça va, vous aimez bien? DJ monte le son, je veux voir Guénam twerker. J'arrive dans le club et j'ai posé le dompé. C'est là, c'est là. Je veux voir Guénam twerker. Posé dans la villa avec ma Maëva. On aime trop taquiner, on fait la grosse mala. T'aimes trop les manières. Non mais non mais non. Moi je pense aux auditeurs de Sud Radio qui entendent ça pour la première fois. C'est génial. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que ça te Il y a le début à tout, hein. Il y a une vie qui évolue, on change, on grandit. Est-ce que l'époque Maëva Guénam, est-ce que cette époque-là te manque? Cette époque-là, non, me manque pas. En fait, c'est plutôt les Marseillais qui me manquent. C'est-à-dire? C'était la famille des Marseillais me manque beaucoup parce que c'était quelque chose, quoi. On vivait H24 au quotidien, on était vraiment ensemble. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'est un peu tous éparpillés chacun de son côté. Mais cette époque Maëva, non, me manque pas, mais l'époque Marseillais me manque. Et est-ce que si on te reproposait de faire les Marseillais, tu y retournerais? Peut-être, ouais. 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 Ouais, parce que c'est quand même, c'est mes premiers débuts, on va dire, et c'est quand même des souvenirs que je pourrais jamais effacer. Dans le sens où ce que j'ai vécu, moi j'étais un garçon qui avait jamais voyagé de ma vie. Le seul voyage que j'avais fait, j'étais parti en Espagne à Marbella, donc c'était une heure de Marseille. Donc du coup, quand je me retrouve à Hong Kong devant ça, même je suis un garçon, moi, qui a beaucoup de sentiments et qui est très ouvert. Et d'être là-bas et d'avoir fait ça, c'est, pour moi, au tout début, c'était incroyable. Hein. Et quel est ton meilleur souvenir dans cette carrière de télé-réalité, dans ce temps d'années de télé-réalité? Quel est ce qui t'a le plus marqué? C'est quand, ma première émission, quand j'avais fait Asian Tour, les Marseillais Asian Tour, et quand je me suis retrouvé à Hong Kong, en fait, sur un bateau, et qu'il y avait Paga à côté de moi, et que je me suis mis à pleurer, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis mis à pleurer, l'air de dire j'étais à Hong Kong, à l'autre bout du monde, sur un bateau. J'étais avec mon meilleur ami, j'étais avec Paga. Et en fait, jamais de ma vie, je pensais que j'allais aller un jour dans ce pays-là. Et moi qui suis un garçon qui avait jamais voyagé et qui avait jamais rien fait en fait dans ma vie, tout simplement. De me retrouver sur un bateau au bout du monde avec mon meilleur ami, et tous les Marseillais, d'être dans cette situation-là. J'ai réalisé d'un coup en fait et je me suis mis à pleurer tout simplement, et d'ailleurs j'ai fait pleurer tous les Marseillais hein, donc pour moi c'était je commençais à réaliser en fait. Et quel est ton pire souvenir, la pire chose qui s'est passée pour toi? Mon pire souvenir dans les Marseillais? Ah ouais, la pire chose, c'est quand je me suis fait éliminer. Je crois que c'était la pire chose. Ça va. On n'a pas la même vie. Oui. Mais non, c'était que ça. Mais après, j'ai pas de pire souvenir parce que c'était tout le temps bien en fait. Même les émotions qu'on avait, même quand j'étais triste, en fait, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'était bien. Et avec le recul, et après, on va dans le vif du sujet avec Monsieur le député. Mais on a un peu de chance d'avoir Greg avec nous ce soir. On a plein de questions à lui poser. Est-ce que avec le recul, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les histoires qu'il y a pu avoir, en bonne ou en mauvaise, hein, on le sait, quelle est ta plus grande découverte? De qui tu gardes cet amour où tu te dis, ok, cette personne-là, c'est une des plus belles rencontres que j'ai eues dans les Marseillais? Il y a Paga, bien sûr, mais après Paga, c'est un garçon que je connaissais avant, mais vraiment la plus belle rencontre et sans faire un garçon que je connaissais d'avant mais que je connaissais pas autant et que j'ai appris vraiment à connaître dans les Marseillais, c'est Tanchi, c'est Julien. Julien, c'était un garçon que moi je connaissais de soirée à Marseille, mais on n'avait jamais rien fait. C'est un vrai gentil ensemble. Julien Tanchi. Et c'est vrai que Kevin aussi, c'est mon frère, mais on se connaissait d'avant parce qu'on travaillait ensemble. Mais Julien, c'est vrai que c'était un garçon pour moi que quand je l'ai vu dans les Marseillais, en fait, c'était un garçon que je voyais qui était un garçon qui est bienveillant, c'est un garçon qui est gentil, c'est un garçon qui a aussi un cœur. Voilà, et c'est vrai que ça a été lui ma découverte en fait. Et qui est ta pire déception, ta plus grande déception? Ma plus grande déception? Ma plus grande déception, ça a été un petit peu, quand même Paga un petit peu. Dans le sens où ça s'est très mal passé après. Il y a eu plein de choses que ça m'a déçu, pas dans le sens où lui m'a déçu, ça m'a fait de la peine surtout. Parce que vous êtes éloignés un moment. Voilà, parce qu'on s'est éloigné un moment. Donc ma plus grande déception, ça a été ça. Dans le sens, pas méchamment, mais dans le sens sur l'éloignement. Parce que je pense que peut-être que s'il n'y avait pas eu ces Marseillais, on se serait pas séparés comme ça. Et est-ce que tu es toujours en contact avec Maëva Guénam? Pas du tout. Vous vous parlez plus du tout? Zéro. Non. Et toi, tu es toujours en contact avec Maëva Guénam? Non.
Voilà. Et est-ce que de loin, aujourd'hui, tu penses qu'elle a bien évolué? Est-ce que tu penses que c'est compliqué? En fait, ce que je vois, je vois que des dramas, quoi. Je vois pas. Je sais pas si elle est heureuse ou pas. Je sais pas. Mais à ce que je vois, je pense pas qu'elle soit très heureuse. Enfin, à ce que je vois sur les réseaux. Après, peut-être que je peux me tromper, mais à ce que je vois, je vois que j'ai l'impression qu'elle retourne souvent à la case départ. Mais après, c'est son choix de vie. Hein. Si elle est bien comme ça, elle fait. Mais je pense pas qu'elle soit heureuse. Non, non. Eh ben voilà, ouais, c'est compliqué. En tout cas, on lui souhaite d'être heureuse. Ah oui, moi je le souhaite vraiment. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est pas la même qu'on a connue, c'est tout. Enfin, moi je pense, voilà, j'ai l'impression d'avoir deux personnes différentes. Mais après, voilà, est-ce qu'elle est plus heureuse maintenant, moins heureuse maintenant? Et de toute façon, ça ne nous regarde pas. Et, oui, voilà. Et tant qu'elle est heureuse avec elle-même, c'est le principal. Alors, on passe à Jérôme Buisson, notre député du soir. Bonsoir, monsieur le député. Est-ce que vous êtes, vous êtes aujourd'hui député du Rassemblement national dans l'Ain. Vous êtes engagé en politique avec des positions très affirmées. Vous vous inscrivez dans une ligne qui met en avant les questions de sécurité. Vous êtes très porté, vous, sur la sécurité, mais également sur le pouvoir d'achat et l'identité nationale. À l'Assemblée, vous participez au débat sur des sujets clés qui concernent directement le quotidien des Français. Votre parcours et votre engagement traduisent une volonté de défendre vos convictions sur la scène nationale, et tout en restant connecté aux réalités du terrain dans votre département. Aujourd'hui, quel est le combat que vous portez en priorité à l'Assemblée nationale ? Alors on est sur une phase de reprise parce qu'il y avait une trêve évidemment pour les élections municipales, mais je crois que le combat reste un petit peu toujours le même, malheureusement, c'est le pouvoir d'achat, parce que je crois que les Français là sont face à une crise, un choc pétrolier finalement qui va les impacter, et d'ailleurs pas que les Français dans leur quotidien, mais aussi je parle des agriculteurs, des personnes qui travaillent, qui ont besoin de mettre du carburant dans la voiture. Et là, on est un des rares pays pour l'instant qui a strictement rien fait de ce côté-là. Je crois on est à 2 euros, non ? plus de 2 euros à certains endroits, donc c'est catastrophique pour certaines professions. Et puis bien sûr, moi je travaille aussi toujours sur les thèmes de souveraineté française par rapport à, vous savez, les terres rares, les métaux critiques, par exemple, parce que c'est l'avenir. Hein, c'est avec ça qu'on fait les éoliennes, c'est avec ça qu'on fait les panneaux solaires, les ordinateurs, les smartphones, mais aussi les missiles en cas de guerre. On voit qu'aujourd'hui c'est important. Et comme vous le savez peut-être, c'est la Chine qui détient un monopole là-dessus. Et puis quand elle veut, elle ferme le robinet et puis elle peut mettre un pays sur le paillasson, quoi. Voilà. Et quelles sont les mesures concrètes que vous défendez pour améliorer le pouvoir d'achat aujourd'hui ? Comme c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, des mesures immédiates, comme on fait d'ailleurs l'Espagne ou d'autres pays, c'est par exemple baisser la TVA, même si c'est provisoire bien sûr, mais baisser la TVA sur les carburants. Hein, ça c'est quelque chose qui a été fait, je crois, en Espagne il y a 2-3 jours. Le gouvernement semble pas vouloir aller dans cette direction. Par exemple aussi, c'est tous les produits augmentent, parce que quand le pétrole augmente, tous les produits augmentent à cause des transports, etc. Et donc je crois que cette mesure forte qu'on avait de faire un panier de 100 produits à 0 TVA sur évidemment des produits essentiels, hein, des pâtes, l'eau, des choses qu'on achète dans le quotidien. Ça c'est quelque chose que les Français attendraient aussi. Alors libre à eux d'acheter ou pas ces produits, mais en tout cas c'est une possibilité. Et puis après, qu'est-ce qu'on défend d'autre ? On défend bien sûr, on défend les retraites des Français qui sont toujours j'allais dire sur le grid, parce que la réforme des retraites n'a rien résolu du tout. Et puis on défend aussi les salaires, l'augmentation des salaires, enfin des choses de la vie quotidienne qui pourraient donner un peu d'oxygène au pouvoir d'achat. Alors, vous faites partie du Rassemblement national, donc dirigé par Marine Le Pen et par Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques souvent adressées à votre parti ? Parce que c'est un parti qui est quand même très aimé aujourd'hui, mais très critiqué également. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux critiques en général ? Oui, on a des followers, puis on a des haters, comme on dit, voilà. Hein. Mais je crois qu'en fait, on a une étiquette qui nous colle depuis longtemps, mais on est un parti, aujourd'hui, on a quasiment rien à se reprocher. Enfin, je veux dire, on défend les Français, on essaie de proposer des solutions qui collent d'ailleurs aux desiderata. Comme vous dites, on est d'ailleurs plutôt plébiscité, donc je crois qu'on n'a plus vraiment à se justifier là-dessus. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'on est et ce qu'on fait. Voilà. Et quand on n'a rien à se reprocher, finalement, on laisse ceux qui nous critiquent nous critiquer.
Alors, on va poser quelques questions. Valentin, est-ce qu'il y a des questions de nos auditeurs pour Jérôme Buisson ou Greg Yega? Alors là, de suite, j'ai une question. Avant de commencer le débat, juste après la pause. J'ai une question pour Greg, de la part de Louise. Elle nous dit: j'ai vu que ta copine ressemble beaucoup à Maëva Guénam, et est-ce qu'elle est la même en couple avec toi? Elle rigole. Je traduis, elle rigole comme ça derrière. Alors c'est Louise, c'est ça? Ouais. Alors, moi je trouve pas qu'elle ressemble à Maëva. Après c'est vrai que moi, on va dire entre guillemets, mon style de femme, moi c'est les brunes. Mais moi je trouve pas qu'elle ressemble à Maëva. Par contre, ce que je peux dire, c'est que elle a du caractère. Ah. Voilà. Comme Maëva du coup. Non, c'est Maëva, différent. elle a du caractère. Non, mais Elle nous demande aussi, est-ce que c'est la même en couple avec toi que Maëva? rien à voir. C'est quoi la C'est le différence? yin et le yang. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que elle au moins elle me fait des câlins. Ah. Voilà. Quelle Tout chance. simplement. Et c'est quoi que tu trouves chez Constance que tu trouvais pas chez Maëva? Ben c'est ça. Les câlins. C'est le côté affectueux, le côté douceur en fait. Voilà, te manquait, tout du coup. simplement. Oui. Eh ben, on te souhaite que du bonheur avec Constance en tout cas. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient juste après cette petite pause pour parler de pour mettre en place notre débat sur l'insécurité. Est-ce que c'est un sentiment pour vous ou est-ce une réalité? Réagissez sur les réseaux sociaux, posez vos questions. On a Greg Yega pour en parler ce soir et le député Jérôme Buisson. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Parlons vrai. la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h27, nous sommes en direct avec Greg Yega, notre bébé au national, et le député Jérôme Buisson, député du Rassemblement national de l'Ain. Est-ce que Greg, tu sais ce que c'est un député? Ben, c'est un homme politique. Oui, mais c'est quoi son rôle? Je crois que, si je me trompe pas, il est en dessous le ministre, non? Bien vu. Ou il est à côté du ministre? Non, il est en dessous le ministre. Un peu en dessous quand même. Un peu Moi, en je suis dessous le au-dessus, ministre. dans l'hémicycle, mais Ah ouais, Ah ok. non, géographiquement parlant. Ok, d'accord. Après, moi, personnellement, la politique, je m'en intéresse pas beaucoup. Donc, j'aimerais bien savoir c'est quoi le rôle d'un Le député. député, c'est le représentant du Département. peuple. Voilà, Département, non? On Non. vote et on écrit les lois. Ok, d'accord. Ah, Et il représente le peuple. mais ça m'intéresse. Il du te coup. représente, le député à d'accord. l'Assemblée nationale. Ok. Est-ce que tu connais des noms de députés? Qui sont les députés les plus connus pour toi? Les députés qui sont Oui. les plus. J'ai peur de dire une bêtise. Vas-y, dis. Martine Vassal, non? Martine Vassal? Non? Vassal, non, il n'est pas député? Qui est Martine Vassal? Vassal, c'est pas Marseille. Martine Vassal, c'est à Marseille. Elle Non, était je sais candidate. Elle s'est retirée ou elle s'est pas retirée au second tour? Je sais plus. Mais je, Ah sais oui, pas c'est si elle- c'est une députée ou pas? je ne sais pas si elle est députée. Je vous le dis dessus. Non, elle Voilà. s'est pas retirée, justement. Elle ne s'est pas retirée, hein, c'est ça? Donc elle est députée ou pas? Non, elle est présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ok. Mais c'est pas mal, c'est Ben, pas mal. c'est pas mal, je connais un peu. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que t'en as d'autres? Est-ce que j'en ai d'autres? Ta personnalité politique Mélenchon, préférée? non. Mélenchon, non? Ah oui, Mélenchon, oui. Député. Il est député, Il a Mélenchon. il a Oui, été député. Il a été, il est plus. Il est juste. Chef de parti. Ok. Ouais, c'est Chef ça. de parti dans quoi? Dans le froid, dans le chaud? Cuisine, non? Ça dépend le jour et l'heure. Après, je crois que non, je connais pas. Ouais, c'est. À Marseille, C'est tu tout. avais Delogu. À Marseille, ouais, non. Tu connais Sébastien Delogu? Non. Tu connais pas Sébastien Delogu, Je toi, connais- Marseillais? Mais Il Magali, était tu candidat sais, à moi, la là- mairie de Marseille. Moi, la politique, comme je t'ai dit, je suis pas très. Je m'intéresse pas, malheureusement. Et pourtant, tu Voilà. viens de nous parler dans les loges Oui, de Benoît. du maire Du de maire de Marseille. Marseille, oui. Mais lui, c'est différent, je le connais personnellement. Tu vois? Ah, voilà. Voilà. Comme quoi, il faut toujours serrer la main de ses administrés. Exactement, connaissent. exactement, c'est vrai. Comme quoi le contact entre les politiques et les citoyens est important parce que du coup ils se rappellent de vous. Exactement. C'est vrai aussi. C'est vrai. Est-ce que aussi. tu trouves que les politiques aujourd'hui ne sont pas suffisamment proches justement des citoyens, des gens dans la rue, etc. Ben en fait, je les vois marcher, mais ils sont tout le temps entourés. Les politiciens. Non, mais vraiment. Hein. Ben là, on l'a vu là quand il y a eu la campagne là. Franchement, je les voyais tout le temps caméra, full sur eux. Mais après, je les vois, ils vont dans les comment ça s'appelle, dans les trucs d'agriculture là. Ils font des déplacements. Le salon de l'agriculture. Ils font des déplacements. Après, hein, ça serait bien que moi je les vois proches, ça va. Ils sont pas très non. Ouais, non, je te demande ton Ouais, ressenti non, justement. Ouais, ben moi je vois qu'ils sont proches, ils sont dans les foules, hein, je trouve. Hein. Et est-ce que tu les vois aussi beaucoup sur TikTok? Oui, je les vois beaucoup. De moi, plus en plus, Sur les peut-être. réseaux, ouais, de plus en plus, ouais. Sur Instagram, sur TikTok. Eh ben moi, je les vois de toute façon dans tous les cas. Je les vois plus sur les réseaux qu'à la télé, hein, personnellement. Alors, les deux plus gros TikTokers politiques, c'est Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella.
Ah oui, voilà, Jean-Luc qui sont Mélenchon, dans deux partis complètement opposés du coup, puisque Jordan Bardella est très Alors, droite Mélenchon, je et connais. Mélenchon très gauche. Alors Mélenchon, je connais parce que Marco Mouli, j'ai vu une vidéo qu'apparemment il voulait. Ah voilà la référence. Voilà, non mais voilà, mais c'est pour ça, je vois sur les réseaux ça, moi, c'est ça que je vois sur les réseaux. Voilà. C'est les vidéos comme ça. Voilà, c'est des vidéos comme ça que je vois sur les réseaux. Alors, quand on parle d'insécurité, pour toi, Greg, est-ce qu'on parle de fait ou est-ce qu'on parle d'un ressenti? Ben moi, je pense, on parle d'un fait déjà pour commencer et d'un ressenti, on parle des deux. Et moi, personnellement, ben vous êtes là, c'est parfait parce que c'est vous qui écrivez les lois. Moi, je trouve que les lois sont très mal faites. Voilà. Personnellement, je me permets de le dire parce que moi j'ai eu beaucoup d'agressions, surtout que moi j'ai eu un homejacking qui s'est passé en 2021, qui va être jugé en 2026, là, en juin. Ils les ont arrêtés. Et encore, t'as eu de la chance qu'ils aient été arrêtés. Mais moi, pour moi, c'est pas normal que des personnes qui seront arrêtées en 2021 soient encore en liberté à l'heure d'aujourd'hui parce qu'ils sont libres. Hein. Alors attends, on a une question, Greg. Est-ce que le homejacking s'est passé en 2021 ? C'est passé en 2021. Est-ce qu'ils ont été arrêtés en 2021 ou ils ont été arrêtés plus tard ? Non, ils ont été arrêtés en 2021, la même année. Et donc ils passent en procès maintenant ? Ils passent en procès en juin 2026. Donc là. Mais entre-temps, ils ont été libérés. Mais entre-temps, ils sont dehors. Ils étaient en prison ? Ils ont fait de la prison ou pas du tout ? Même pas. D'accord, donc ils sont venus chez toi, ils t'ont collé une arme sur la tête. Ils sont venus chez moi, ils étaient armés, ils m'ont collé une arme sur la tête, ils m'ont volé, donc du coup ils m'ont volé ma montre, ils ont volé la montre de mon ex. Et c'était Mélanie ORL à l'époque. Voilà, et ils sont repartis tout simplement. Voilà, ils les ont attrapés dans la foulée, parce que Marseille c'est petit. Voilà, donc ils les ont attrapés dans la foulée, mais à l'heure d'aujourd'hui... c'est des personnes qui sont libres et qui vont être jugées en 2026, alors que l'histoire s'est passée en 2021. C'est pour ça que moi, et même moi, j'ai du respect pour la police. Attention, je les respecte beaucoup. Mais moi, j'ai un ami à moi qui travaille à la BAC de Marseille d'ailleurs, qui me dit comme ça, texto, il m'a dit, bébé, c'est les lois qui sont mal faites parce que le travail, nous on le fait. Moi, il m'a expliqué comme ça. Beaucoup de policiers disent ça, hein, c'est vrai. Il m'a dit, Greg, nous on les prend les mecs. Mais si c'est pour les passer devant et que les lois sont mal faites et que le mec il va faire 3 heures ou 4 heures de garde à vue et qu'après il est libre ou qu'il va faire 10 heures, ben personnellement, excusez-moi, mais... Alors moi, ce que tu dis, c'est totalement vrai parce que moi, monsieur le député, un jour j'ai parlé avec un policier qui me disait qu'il était démotivé de faire son travail parce qu'il se donnait à fond dans les enquêtes, etc. Et quand il réussissait à aboutir et à arrêter les gens, derrière il se passait tellement rien que du coup ils en avaient ras-le-bol, quoi, les policiers. Et c'est un des problèmes qu'on a effectivement en France actuellement. Donc par manque de moyens d'abord, c'est vrai, parce que il manque de moyens pour faire les enquêtes, il manque de moyens pour aller appréhender les gens. Et puis derrière, c'est vrai que la justice, on dit souvent la justice est laxiste. Il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais enfin on le constate. C'est-à-dire que effectivement les gens sont arrêtés, ils sont jugés des années après. C'est pas normal. Donc ça c'est horrible parce qu'il y a un engorgement évidemment de la justice. Et puis derrière le fait de les revoir en liberté tout de suite alors qu'ils ont fait leurs méfaits, ça c'est insupportable aux victimes bien sûr. Sans parler que des fois il y a un danger parce que parfois ils reviennent voir leurs victimes, ils les harcèlent et ils font pression sur les victimes même si c'est interdit. Donc là on a un vrai problème et c'est vrai que les policiers sont découragés absolument parce que c'est déjà très difficile de mener des enquêtes. C'est très difficile d'être dans les clous parce que vous savez s'ils ont mis une virgule en trop, en moins, une date qui est pas la bonne, et ben tout leur travail tombe par terre. Et puis derrière, effectivement, ils voient que les gens qu'ils ont remis à la justice se retrouvent dans la rue des fois le lendemain. Et même, je vais vous dire un truc, je me suis fait voler mon scooter, moi. Je me suis fait voler, sans mentir, entre 7 et 8 fois. Je vous dis la vérité. Mais je l'ai retrouvé parce que j'ai mis un AirTag dessus. Mais là dernièrement, il y a 1 an, ils me l'ont volé. Mais le problème, c'est que c'est un mineur qui m'a volé le scooter. Je sais très bien que le mineur qui m'a volé mon scooter, même s'ils l'ont retrouvé, je sais très bien qu'il va pas faire 2 ans de prison pour avoir volé. C'est pour ça qu'on propose de changer la loi, c'est-à-dire d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Parce que ça veut dire quoi? Alors tu es mineur, donc tu peux te permettre de faire autant de dingueries que des gens qui sont majeurs, et en plus de ça, toi, tu sais que tu es mineur, donc en vrai tu peux faire ce que tu veux, parce que dans tous les cas, comme tu es mineur, la punition ne sera pas pareille que si tu es majeur. Déjà, on incarcère très rarement des mineurs, et ensuite la peine est divisée par 2. On a le même problème avec les guetteurs pour la drogue, etc. Ils savent qu'on met des mineurs parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose s'ils se font attraper. Moi, c'est pour ça que lors d'aujourd'hui, j'ai tellement peur que je sors même plus. Moi, de chez moi, oui, je sors, mais attention, je sors, de toute façon, j'ai plus rien et je mets plus rien, parce que j'ai peur de l'insécurité et j'ai peur surtout de ce qui peut m'arriver, tout simplement.
Mais c'est pour ça que c'est pas un sentiment, l'insécurité. Moi, tellement que... C'est le thème. Quand les gens changent leurs habitudes, changent leurs horaires, changent les lieux où ils vont, c'est bien qu'il y a une réalité derrière et qu'effectivement, ils sont obligés de changer leurs habitudes de vie pour échapper à cette insécurité. Donc là, on est dans un problème très grave. Je me suis fait agresser cet été-là, l'été dernier, il y a pas longtemps. Je me suis fait agresser. Ils ont toujours pas retrouvé les mecs. Je me suis pris un coup de gratos, pépetos. Ils ont pas retrouvé les mecs. Rien du tout. Alors, gratos, pépetos, ça veut dire gratuit. Ça, j'ai compris ça. Gratos, pépetos. C'est pas compliqué à comprendre. Gratos, pépetos. C'est ça qui est dommage, quoi. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un député qui propose, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a, on n'est pas au courant, mais est-ce qu'il y a un député aujourd'hui qui travaille sur un projet de loi pour durcir justement, pourquoi on travaille pas dessus? J'ai l'impression que les députés parlent de plein de choses, de trucs importants, attention, mais c'est vrai que l'insécurité aujourd'hui en France, je pense que 90% des Français le disent qu'il y a un problème d'insécurité en France. Pourquoi ça ne devient pas un sujet majeur à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Déjà, c'était le thème des municipales. La plupart des campagnes municipales ont été faites sur l'insécurité. Et c'est vrai qu'aussi, si le Rassemblement national a eu pas mal de mairies, etc., c'est aussi parce que ce sujet était en avant et que les gens ont envie que ça change. Il y a des gens qui travaillent sur les lois. On durcit les lois. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Vous entendez souvent à la télé, si vous faites ça, vous risquez 30 000 € d'amende et 6 ans de prison. Mais c'est jamais fait. En fait, vous risquez. Mais aucun juge ne prononce ces peines. Donc, il n'y aurait même pas besoin de durcir les lois si on les appliquait. Parce qu'en fait, les peines existent déjà. 30 000, 40 000, 50 000 € d'amende, 2 ans, 3 ans de prison, ça existe déjà. Sauf que maintenant, si vous faites un délit et que vous n'êtes pas condamné à plus de 2 ans de prison, déjà, vous en faites pas, c'est un bracelet électronique ou c'est des mesures comme cela. Et en fait, on est face à un laxisme de la justice. Et puis évidemment, il faut des places de prison pour mettre ces gens en prison. Parce qu'en France, il y a plus de place en prison. Oui, mais excusez-moi, avec les impôts qu'on paye, excusez-moi, parce que quand vous me dites qu'il n'y a plus de place en prison, mais avec les impôts qu'on paye, faites des prisons au lieu de faire des routes, comment ça s'appelle, à peindre les panneaux, voilà, faites des prisons. Bien sûr, mais parce voyez que je pense qu'on paye tous des impôts quand même. C'est ça le truc. Non, c'est ça. Alors là, il y a eu l'ouverture d'une prison. Il y a eu l'ouverture d'une prison, je crois, qui a été faite par Gérald Darmanin récemment, non? Oui. Parce qu'il y a un manque cruel de place en prison, c'est ça. Là, en ce moment, quand on veut mettre quelqu'un en prison, on est obligé d'en libérer un autre. Bon, c'est un système judiciaire peut pas fonctionner comme ça. Donc, est-ce que c'est en train de bouger quand même? Donc, non, parce qu'en fait, à chaque fois, on nous promet 15 000, 20 000 places de prison, puis ils en font 3 000, 4 000, 5 000. Donc, on est loin derrière les besoins. Et ça, c'est dramatique, comme je vous ai dit, parce que on peut plus mettre les gens en prison. Donc, finalement, on les arrête plus et on les punit plus. Voilà. Valentin, tu as une question? J'ai une question pour monsieur le député de Marc. Il nous demande, quand j'entends que le nouveau maire de Seine-Saint-Denis souhaite désarmer la police municipale, n'est-ce pas la porte ouverte à n'importe quoi et à davantage de violence? Non mais c'est dramatique, j'ai vu ça, effectivement. Alors ils vont faire de leur ville qu'ils ont gagnée, on parle de LFI, ils vont faire une sorte de laboratoire de leur idéologie politique. Alors c'est des villes où il y a déjà des taux de délinquance qui sont très élevés, où il y a du homejacking, où il y a des agressions, où il y a des viols, etc. Bon, il y en a partout en France, mais là-bas, ils en concentrent. Alors, ils veulent non seulement désarmer la police municipale, mais ils veulent supprimer la BAC. Et ça, c'est des messages. Vous envoyez quoi comme message aux délinquants? Vous allez envoyer des policiers désarmés face à des trafiquants de drogue, le narcotrafic, etc. Ils veulent même baisser le nombre de caméras de surveillance. Oui, ils veulent baisser le nombre de caméras de surveillance. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà les policiers qui sont en train d'envoyer des CV pour être mutés ailleurs. Parce qu'ils vont pas pouvoir travailler dans ces conditions-là. Ce qui va se passer, c'est que dans 4-5 ans, ces villes seront par terre, en miettes, avec une insécurité qui aura augmenté, un budget de la ville sûrement très mal géré, donc on verra ce que ça va donner. Et puis au final, ils seront obligés de faire, eux ou leurs successeurs seront obligés de faire demi-tour et de rattraper la catastrophe. Est-ce que les médias aujourd'hui jouent un rôle dans cette perception de l'insécurité, vous pensez ou pas? Ça dépend. Il y a des médias qui la minimisent et puis il y a des médias qui peut-être appuient un peu dessus. Voilà. Après, c'est on va dire, c'est la liberté d'information. Mais effectivement, vous avez des médias qui passent sous silence certains types d'agressions, parfois certains auteurs, en changeant alors soit les noms, etc. Bon, il y a sûrement des raisons, mais c'est quelque chose qui effectivement édulcore la violence. Et puis vous en avez d'autres qui en font la une des JT assez souvent. Je crois qu'il faut regarder les deux pour se faire une idée de l'état de la France. Mais oui, forcément, de toute façon, je pense que les médias, comme
tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui est transmis aux Français et dans le sentiment, comme on dit, le sentiment d'insécurité ou la perception de la réalité plutôt. Et est-ce que vous ne pensez pas que l'État minimise volontairement la situation pour éviter un peu la panique ? Ah si, ça Parce que finalement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit tous ces Français qui vivent dans la peur aujourd'hui. Les touristes qui viennent en France, pareil, qui se font agresser, qui font des vidéos TikTok partout parce que y a des agressions partout. Et puis on entend que là, justement, au municipal, il y a un maire qui vient de passer, qui veut désarmer la police, qui veut enlever les caméras. Donc on se dit, en fait. C'est une volonté justement d'apaiser tout le monde, de faire ça. C'est quoi la stratégie ? Non, mais je crois que vous avez une partie de la classe politique actuellement qui fait entrer la violence dans le monde politique même. Je ne sais pas si vous avez vu des maires qui sont hués, qui sont exfiltrés par les policiers. Je l'ai vu, oui. Bon voilà, donc on voit qu'il y a une sorte de violence qui entre même chez les élus. C'est catastrophique. Et effectivement, je crois que le message qu'on doit envoyer aux Français, mais aussi aux délinquants, c'est un message de fermeté. C'est pas un message de laxisme et de allez-y, tranquille, pépère, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme Sébastien Delogu qui avait parlé avec des jeunes je crois que c'était dans une cité, il me semble, où il avait demandé à ces jeunes d'aller brûler une mairie. Ouais, il avait dit exactement aller faire péter la mairie. Voilà. Waouh. C'est un documentaire de Frontières. C'est un document de Frontières qui était sorti. C'est un député. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se dit finalement les politiques. Il est dans GTA lui. Il était dans GTA. C'est un jeu vidéo. Ah ok, pardon. On vit pas dans la même France. Restez avec nous. On vit pas dans la même France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h43, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France pour parler d'insécurité. Est-ce que c'est un sentiment pour vous ou est-ce que c'est une réalité ? Comment ça réagit Valentin sur les réseaux sociaux ? Ça réagit très très bien, mais j'ai une petite question, bon c'est pas sur l'insécurité mais ça peut concerner monsieur le député. J'ai une question de Justine pour Jérôme, elle nous demande, êtes-vous satisfait des élections municipales avec le RN ? La vague RN n'a pas vraiment existé. On est plutôt satisfait. Je crois qu'on a doublé, triplé notre nombre de maires. On est passé de 800 élus municipaux à plus de 3000 élus municipaux. Alors évidemment, les médias se sont focalisés sur deux grosses villes qu'on a perdues, c'est-à-dire Toulon et Marseille. Mais on en a gagné des dizaines d'autres, donc c'est plutôt un bilan positif. Et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est que tous les maires RN ont été réélus. Et ça parle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont satisfaits et on est loin de la caricature où si effectivement un maire gère une ville, c'est la catastrophe, il va ruiner la ville, il va pas donner des subventions pour la culture, etc. Et les gens s'aperçoivent que c'est tout le contraire qui se passe. Et en fait, ils sont satisfaits et ils ont revoté pour les maires RN et les ont élus au premier tour pour la plupart. Greg, est-ce que tu comprends tout ça là ? Oui. Oui, je comprends. Je voyais Greg regarder monsieur le député. J'écoute en fait. Non, je comprends un petit peu. Ouais, mais après Marseille et Toulon, c'est compliqué que le RN passe là-bas quand même. Hein. C'est un petit peu compliqué. Hein. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on va dire, à mon sens, à moi. Quelle vision, toi, tu as de tout ça, justement ? Ça nous intéresse de savoir, vous, en tant que jeune, la vision que vous portez aujourd'hui sur la politique. Sur la politique, moi personnellement, la vision de la politique. Non, mais sur ce que tu ressens. Oui, non, moi, ce que je ressens, c'est qu'à Marseille, quand même, c'est une ville, on va dire, qui est quand même ouverte. Voilà. Comme j'expliquais tout à l'heure, on est très ouvert. Il y a beaucoup de. Le RN, ça serait compliqué qu'il passe à Marseille. Et pour toi, être ouvert, c'est pas compatible avec le RN ? Je trouve qu'ils sont quand même beaucoup fermés. Hein. Ils sont beaucoup entre eux, en fait. Après, moi, je suis pas dans ça, mais voilà. C'est ton ressenti. Moi, je suis pour un monde ouvert. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, je suis pour l'ouverture. Alors, monsieur le député, quand vous entendez un jeune aujourd'hui qui parle aux jeunes, justement... Parce qu'il faut de tout pour faire un monde, en fait. Bien sûr, voilà, et qui vous dit que pour lui, le ressenti qu'il a, c'est que le RN est fermé. Non, mais j'entends, ça veut dire quoi pour vous ? En fait, si vous voulez, nous aussi, on est pour un monde ouvert, mais un monde ouvert avec des règles. C'est un petit peu peut-être ça qu'on doit expliquer un petit peu mieux. On est pour un monde ouvert, c'est-à-dire tout le monde peut venir en France, s'installer en France, il n'y a pas de problème, mais à condition de respecter certaines règles. Donc évidemment, ça fait en sorte que les fameux problèmes de clandestins, etc., ça nous pose problème. Mais en fait, vous avez un visa, vous venez, vous vous installez, vous travaillez en France, vous fondez une famille, vous faites venir une famille, enfin là, il y a aucun problème. Tout à l'heure, je suis venu à votre émission dans un taxi, le chauffeur de taxi était un monsieur de RDC. Enfin, il était français, mais il venait de RDC. Puis j'en ai pris plein la tête pendant le début du trajet, parce qu'en fait, il en voulait aux hommes politiques. Puis à la fin, il me fait mais il faut absolument que Jordan passe.
Et là, j'étais étonné, j'ai fait, ah bon, vous pensez ça? Il me dit, bah oui, bah, j'ai dit, bah, je suis député RN. Alors là, il m'a serré la main, etc. Donc, vous voyez, en fait, faut pas avoir de stéréotypes non plus. Je veux dire, les Français de toute origine peuvent voter de Mélenchon à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella s'ils y trouvent un intérêt dans les programmes politiques. Voilà, faut s'arrêter à ça. Après, c'est le peuple qui décide dans tous les cas. Bien sûr, c'est clair. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que l'insécurité est devenue un argument politique finalement, et c'est ce que certains ressentent, plus qu'un vrai sujet de fond, parce que on voit, comme vous le dites, effectivement, les hommes politiques parlaient beaucoup de sécurité, mais finalement, dans les faits, et c'est ce que nous disait Greg tout à l'heure, et ce qui n'est pas forcément faux, ça bouge pas vraiment. Et pourtant, les politiques en parlent de plus en plus. Oui, Comment ça se fait? En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des forces qui vont vers plus de sécurité, et puis vous avez des forces opposées qui résistent à cela. Et vous avez certains juges qui résistent à cela. Vous avez parfois le Conseil d'État ou d'autres organismes qui fait que quand on vote une loi, ils disent ah ben non, elle est pas bonne, et puis en fait ils mettent par terre la loi. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a des forces opposées qui s'affrontent, mais ça reste un sujet parce que un sujet que les Français effectivement tiennent à cœur, parce que moi, j'ai jamais vu un Français se faire agresser, se faire taper, se faire tuer, se faire violer par un sentiment. On est bien dans des faits qui sont chiffrés et qui sont du ministère de l'Intérieur. La sécurité explose en France. Il faut arriver avec des lois, avec plus de fermeté, à remettre de l'ordre dans tout ça. Parce qu'en fait, les premiers à souffrir de l'insécurité, ce sont les gens qui vivent dans les quartiers non protégés, en fait. Parce que c'est vrai que si vous vivez dans certains quartiers parisiens, vous avez des barrières de partout, la sécurité, vous la voyez moins. Je dis pas que vous la voyez pas, parce que on voit l'exemple de gens qui ont réussi dans la vie, qui se font maintenant homejackés, des gens qui ont des bitcoins qui se font enlever, couper un doigt, enfin, on vit des moments terribles. Mais c'est quand même les gens les plus modestes qui vivent l'insécurité au quotidien. T'es d'accord avec ça, Greg? Oui et non. Oui et non, parce qu'après, comme... Les lois aussi, il faut les voter, les lois. Les lois, c'est au vote. Après, à un moment donné, si vous faites des lois qui ne sont pas respectées, moi, je pense que si les lois seraient bien faites, ben, peut-être qu'il y aurait moins tout simplement, ça arrangerait tout, moi, je penserais même. Que si les lois seraient mieux faites, eh ben, ça arrangerait tout, en vrai. Alors, monsieur le député, tout à l'heure, disait que les lois étaient bien faites, mais qu'elles n'étaient pas appliquées. Ben moi je trouve qu'elles sont... Ben en fait c'est un peu contradictoire parce qu'elles sont bien... Moi je trouve que, en fait, comme elles sont... Il y a des lois déjà qui existent, mais en fait c'est trop. Faudrait faire des lois qui peuvent appliquer et qui soient... voilà, par exemple, un garçon se fait arrêter, par exemple, je sais pas moi, en train d'avoir volé une chaîne ou quoi, il va direct en prison. Voilà, tout simplement, il a fait un délit, il va en prison. Et moi, je pense que déjà, rien qu'en faisant ça, ça va calmer un petit peu tout le monde, en vrai. Mais ça on le propose, en fait. Oui, mais vous le proposez, mais c'est pas voté. On propose c'est pas des normal. peines. C'est ça que je comprends pas. Parce que, en fait, pour que ça soit voté, il faut avoir le pouvoir. Et oui, quand on propose des lois, elles sont pas votées. Donc c'est un petit peu le problème, effectivement. Pour l'instant, c'est qui vote? C'est l'Assemblée qui vote. C'est l'Assemblée à la majorité. Donc pour l'instant, la majorité, c'est le bloc central. Voilà, hein, effectivement. Le bloc central, c'est la partie de Emmanuel Macron. Ok, voilà. D'accord. Parce que nous, on propose des peines courtes et immédiates, par exemple. Effectivement. Mais et quelle est la dernière proposition de loi que vous avez fait voter, enfin que vous avez essayé de faire passer pour l'insécurité et qui n'a pas été... ça remonte à quand la dernière proposition de loi? Que ce soit vous ou un autre parti. Il n'y a eu pas une seule proposition de loi, il y a eu tout un train de loi. Mais par exemple, il y a eu la loi sur ce qu'on appelle le casseur-payeur. C'est-à-dire que la personne qui casse, la personne qui détruit doit payer. Voilà, ça c'est une loi qui n'est pas passée, par exemple. Pas complètement en tout cas. Casseur-payeur ? Casseur-payeur. Vous cassez quelque chose, vous le payez, vous le remboursez, quoi. Voilà, ok, d'accord. Vous cassez un abribus, vous brûlez une école, enfin voilà. Ouais, mais ça, on va dire entre guillemets, c'est une loi qui est bien, mais c'est pas. Le mec qui va casser, ok d'accord, il va repayer, mais c'est pas ça en fait. Non mais ça répare. Oui, ça répare, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faudrait c'est des vraies peines en fait, des vraies peines de prison. On ne demande pas par exemple le mec qui va voler ou quoi, de pas lui faire 6 ans de prison et 30 000 € d'amende, mais que le mec qui a volé, il se fait juger directement et qui va en prison. Non, comme ils font aux États-Unis. Aux États-Unis, ils se font arrêter en état d'ivresse. Moi je regarde les reportages, parce qu'en plus les policiers là-bas ils ont tous des caméras, donc il se fait arrêter en état d'ivresse. Justin Timberlake ou Nicole Scherzinger
Singer ou Pierre à droite, il va en prison directement. Yannick. Ouais, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que en fait les États-Unis c'est le Far West. Genre tous les policiers ils ont un pistolet, ils peuvent le dégainer à tout moment. Et moi je suis aussi fier et heureux que dans mon pays je puisse me balader. Ok, peut-être être en état d'ébriété et c'est pas bien. On rappelle que l'alcool ça boit avec modération et pas me prendre une balle par un policier. Je dis pas qu'il faut désarmer la police, mais je dis juste que c'est moins le Far West. Mais attention à ce que tu dis, mais c'est dans certains États. Oui, c'est voilà, c'est dans certains États que c'est comme ça. Ça peut être aussi dans certaines régions de France et du coup ça ne va pas vu que la police municipale c'est l'autorité du maire. Bien sûr, oui, mais après aux États-Unis vous avez le droit d'avoir une arme sur vous. Donc en fait le policier, dès qu'il voit que vous mettez la main à votre poche, il tire parce qu'il a peur que vous sortiez une arme. Oui, mais dans certains États, c'est toujours pareil aussi. Alors Valentin, tu as une question d'un auditeur, je crois. Oui, j'ai une question de Marie-Lou. Elle nous dit: Magali, j'adore ton émission car ici on est là pour poser toutes les questions et pour apprendre. Moi j'ai une question pour le député pour apprendre. Pourquoi la sécurité c'est un thème de droite ou d'extrême et jamais de gauche? Comment on explique ça? Moi, je réponds quand même qu'il y a des députés de gauche qui ont parlé d'insécurité sur notre plateau. Hein. C'est un sujet aussi pour la gauche. Oui, c'est un sujet. C'est pas un sujet pour Sébastien Delogu. Non, je rigole. C'est une blague, c'est un petit joke. Mais non, il y a des députés de gauche qui parlent de sécurité, mais c'est vrai qu'on va dire qu'en général, dans leur programme politique, c'est pas le sujet principal. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent souvent, et ça part d'une bonne idée, hein, ils mettent la prévention avant. Et souvent, ils s'arrêtent à la prévention. C'est-à-dire qu'ils veulent supprimer un peu le côté répressif et mettre le paquet sur la prévention. Je crois qu'il faut les deux. Effectivement, il faut de la prévention, évidemment, mais il faut aussi de la répression. Et on peut pas dissocier les deux. Et ils ont tendance à vouloir focaliser leur programme politique sur la prévention et excuser aussi. C'est-à-dire que vous faites ça parce que, comme s'il n'y avait pas de liberté individuelle, vous avez fait un méfait parce que c'est votre condition sociale, parce que c'est votre environnement. C'est jamais la responsabilité de la personne qui commet l'acte. Et ça, c'est un petit peu la différence entre la gauche et la droite. Voilà. Toi, tu penses, Greg, qu'il faudrait faire plus de prévention plutôt que de répression? Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Oui, j'ai compris. Non, il faudrait... La prévention, ça sert à rien parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, ils font de la prévention. Parce que, excusez-moi, pour moi, quand je me suis fait... quand ils sont venus chez moi en 2021 et qu'ils sont jugés en 2026, je pense que là, on est dans la prévention. On est même plus que de la prévention. On est d'accord, hein, parce que quand ils vont passer en 2026... Ils sont combien, ceux qui t'ont... Deux. Quand ils vont passer, là, je sais très bien qu'ils vont dire quoi? Regardez, pendant 3 ans, 4 ans, bonne conduite, nanani, nanana. Ça, non, il faut... Moi, je suis désolé, mais il faut pam, en fait. Tu vas y aller au procès? Complètement. Tu vas y être? Ah oui. Ah oui. T'es prêt à les affronter, à les voir en face de toi, à les écouter? Ah, je suis prêt à les affronter, je suis prêt à les voir, à les regarder. Enfin, quand on dit affronter, c'est bien évidemment parler devant les juges, hein, bien sûr. En tant que victime. Mais bien sûr, et j'espère vraiment que la loi, fera son travail, en fait. T'attends quoi de ce procès, qui reparte en prison? J'attends de ce procès tout simplement qui soient jugés tout simplement pour le mal qu'ils m'ont fait à moi déjà, pour le traumatisme que j'ai eu pendant quand même, et à l'heure d'aujourd'hui, même si ça fait 5 ans, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours encore ce traumatisme, voilà, parce que ça m'arrive des fois d'y penser. C'est pas quelque chose qu'on oublie du jour au lendemain, parce qu'ils sont quand même rentrés chez moi, ils étaient cagoulés, ils étaient armés, et j'espère vraiment que la loi va leur faire payer tout simplement ce qu'ils ont fait. Voilà. Et s'ils arrivent et qu'ils te disent, Greg, excuse-nous, pardon. Ok. Ouais, et qu'ils s'en sortent. Il peut s'excuser jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Ça te touche pas? Pas du tout, pas un brin. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'était... Lui, peut-être... Ok, mais moi, ce que j'ai vécu, ça a été compliqué. Hein. Je suis pas rentré chez moi pendant un mois, j'ai dormi sur mon fauteuil. Ça a été très, très compliqué. Donc, j'espère que la loi française va faire son travail, tout simplement. Surtout qu'il y a tout. Il y a les preuves, il y a tout. Donc... Voilà, mais après, je m'attends pas à ce qu'ils prennent 10 ans de prison non plus. Hein. Oui, je sais très bien. Hein. Valentin. D'ailleurs, je pense que tu as vu, mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant et nos auditeurs aussi. Il y a Just Zizou et sa famille, donc c'est des influenceurs, des TikTokers très connus, qui se sont fait braquer avec une arme à feu dans leur villa en Guadeloupe. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a quelques jours. J'ai vu, moi, j'ai eu Zizou en FaceTime le soir où ça s'est passé, et croyez-moi qu'il était au plus mal. Vraiment, c'est et l'arme traumatisant. était sur sa tempe en plus. Mais c'est non, ils ont mis l'arme sur la tempe de sa maman, et ils ont tiré à côté. Et c'est doublement plus choquant que déjà ça se passe dans un hôtel. Normalement, il doit y avoir une sécurité. Je ne sais même pas comment les malfrats ont pu passer par la mer ou je ne sais trop quoi. Zizou sera peut-être avec nous en plateau quand ils rentreront, parce que là pour l'instant ils ne sont pas encore rentrés, mais il viendra certainement aussi en plateau. Parce qu'on parle pas
pas des Outre-mer, mais les Outre-mer aussi. La délinquance est de plus en plus dramatique dans ces zones-là. Et je sais pas qu'est-ce qu'on attend pour envoyer justement des gendarmes sur place. Et si je peux me permettre, Zizou, il a un peu le même problème que Greg, c'est que c'est devenu une cible aujourd'hui. Oui, mais... non, mais il faut le dire parce que Greg, c'est quelqu'un qui aime vivre. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime vivre. On peut pas reprocher à un garçon d'aimer vivre. Et Zizou, là-dessus, alors vous avez plein de côtés différents, vous êtes pas pareil, mais il aime aussi vivre. Et en fait, on leur dit aux deux, bah, t'as qu'à pas montrer ça, t'as qu'à pas t'exposer. Mais pourquoi ils postent pas avec 2-3 semaines de décalage? Mais moi, je fais. c'est une question, hein. Mais c'est plus une vie. Mais moi, ils sont créateurs de contenu. Mais moi, je tiens à dire, je lui donne raison. Moi, je fais exactement ça. C'est-à-dire que moi, je poste pas au même moment. Et je ne porte plus rien. Oui, mais c'est dramatique. Mais malheureusement, on change les habitudes. Mais complètement. Mais parce que pourquoi? Alors d'aujourd'hui, moi, je me protège. Je me protège, tout simplement. Et comme les grands animateurs télé qui pèsent des millions et qui sont tous les jours escortés par des gardes du corps. Et même toi, Magali, tu l'as connu. On est obligé d'être. Moi, j'en ai eu 4 pendant 2 ans. Non, mais on est obligé d'être malheureusement. Moi, un jour, j'ai eu la chance de monter au festival j'ai monté les marches du festival de Cannes. Et en fait, je m'étais fait braquer c'était 2 semaines avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tellement que j'ai peur, en fait, j'ai pris un garde du corps. Bah ouais. Mais regarde l'intelligence de la France, comme ils sont intelligents. Les gens, ils se sont moqués de moi parce que j'ai pris un garde du corps. Et ils ont cru que j'ai pris un garde du corps pour faire le beau. Mais je veux pas faire le beau, c'est que j'ai peur. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de prendre un garde du corps? Mais c'est toujours pareil, parce que le garde du corps, quand on le prend, il faut le payer aussi. Et les gens ne travaillent pas gratuit. Donc c'est tout ça que ça rend fou. Alors on passe vite aux questions Flash and Cash. On va en poser une chacun. Les questions Flash et Cash. Question rapide et efficace. Jérôme Buisson, après sa défaite à Nice, Christian Estrosi a vivement pris à partie une équipe de quotidien en leur demandant de respecter sa vie privée face aux caméras. Pour vous, un responsable politique peut-il vraiment exiger qu'on coupe les caméras dès qu'il perd une élection? Je crois que je vais plaindre ni l'un ni l'autre dans cette histoire, en fait. Ni Christian Estrosi, ni le petit cul. Le petit cul, ok. Le petit cul, c'est la petite séquence dans Quotidien. Ok, d'accord, très bien. Greg Guéga, après son échec à Paris, Rachida Dati pourrait être nommée à la tête du château de Versailles. Est-ce que tu sais ça? Pour toi, est-ce que ce type de nomination, c'est une reconnaissance ou un recasage politique? Au château de Versailles? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle ferait au château de Versailles? Bah, des soirées people. Ah bon? Non, je rigole. Mais qu'est-ce qu'elle ferait? C'est comme ironique. au militaire. C'est ironique? Non, c'est vrai. Apparemment, elle pourrait être nommée à la tête du château de Versailles. Est-ce que pour toi, après... au moins, elle aura pas perdu quelque chose, au moins. Donc c'est un recasage politique? Peut-être que oui. Même c'est bien pour elle si elle voudrait être au château de Versailles. Elle va se régaler au château de Versailles. Merci à vous. Merci Jérôme Buisson, député du Rassemblement national.